Belle bonsoir peuple, qu'espérez que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission Tchoupoutet, déconstruction, reconstruction par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Vous connaissez déjà, cherchez de nouvelles alternatives. Et qui dit Tchoupoutet dit une équipe. Ça dit à Ulrich. Voilà, posé. Mon content, ouais. Merci, moi aussi, mon content. Bien posé? Non, on ne veut pas dire ça encore, mais bon, ça qui est venu, on joue. Entre autres, également, moi, je sais que vous avez préparé un débat pour les vacances, mais moi, nous ne parler de ça, soit pour chef thématique, soit qu'on parler de ça aussi. Ok. Entre autres, dédicace également à Kwaku, parce que moi, on fait un bel petit live aussi. Ouais, lundi au soir, un bel petit moment qui et aussi, dédicace aussi pour le village de la souveraineté. Parce que comme nous pas t'en parler, donc de toute façon, nous qui faisons des briefings aussi. Nous qui faisons des briefings, on laisse ça, parce que ça a été très, très potal. C'est ça. Donc, on va commencer l'émission, parce que bon, voilà, ça va faire un barouet Louis, donc obligé, il faut nous checker Tiboué, même si c'est devant la télé. Et au soir, nous allons parler de l'arborescence féminine. Et pour cela, nous avons une invitée de qualité ça me fait extrêmement plaisir qu'elle soit des nôtres ce soir. Bonsoir, notre invitée. Bien, bonsoir. Comment vas-tu, Muriel? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Il n'y a pas de souci, même si que c'est déjà, oui. On ne va pas en dire. Donc, Muriel Bédot, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Muriel Bédot, je donne mon âge, bientôt 45 ans cette année. Ah bon? 4 enfants, déjà, là je l'ai monté. 4 enfants, danseuse, chorégraphe, professeur de danse. Et je suis également préparateur mental, mais j'ai allié mes deux activités pour travailler sur la connexion du corps et de l'esprit. Voilà, je travaille essentiellement avec les femmes. D'accord. C'est un petit peu de l'art-thérapie, ça? Ça y ressemble fortement, oui, par le mouvement. Ben, c'est bien. Ben, c'est très, très bien. Et là, ce soir, nous allons parler de l'arborescence féminine. Tu vas nous expliquer c'est quoi l'arborescence. Et ce soir, donc, on va parler de l'arborescence féminine parce que en termes de thématique, il y a des choses beaucoup à voir par rapport à la souffrance des femmes, la souffrance de l'homme aussi, mais la souffrance également des femmes seules. Entre autres, pour toutes celles et tous ceux qui ont vu le film À bout ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit qu'ils l'ont vu. Il y a eu beaucoup d'émotions qui sont ressorties aussi. Eh bien, entre autres, on en a discuté également, Muriel. Donc, la souffrance des femmes et comment également sortir de cette souffrance, ne pas se sentir seul. Et on va parler un petit peu aussi d'actualité. Donc, voilà. Louis, on commence? Oui. Alors, du coup, on est sur le constat, mais plus qu'un constat, c'est un fait que plus de 50% des foyers sont monoparentaux. Comment, toi, ça influence le rôle que la femme comment elle peut se sentir, en tout cas, dans la société, et quel impact ça peut avoir aussi sur elle-même par rapport à ce nombre. Tu parles par rapport à ce pourcentage élevé. Élevé, exactement. Sachant qu'en France, c'est 25%. Exactement. En sachant que je remarque quand même avec les anciennes données que c'est quand même en constante augmentation, tranquillement. En augmentation. Oui. Et c'est là que je commence à me poser la question, parce que je pars d'un modèle familial classique, avec mes parents dans le foyer, donc je m'attendais également à être à vivre la même chose. Et je me rends compte que je n'étais pas préparée à ça. C'est-à-dire qu'en étant adolescente puis jeune femme, on ne prépare pas quelqu'un à éventuellement se retrouver seul, que ça peut arriver, c'est une éventualité, ça n'est jamais arrivé dans mon esprit. Et ça a des conséquences, en fait, sur les femmes, sur forcément la charge mentale. Alors, je vais parler de la charge mentale parce qu'il y en a deux. On a la charge mentale quand on est en couple, avec enfant. Alors, quand on est en couple avec enfant, et on a la charge mentale quand on est seul, qui n'est pas la même chose. La charge mentale, de façon générale, c'est un manque d'autonomie de l'autre. Okay? Ça veut dire que l'autre ne prend pas sa place, ne veut pas sa place, ou n'a pas encore les outils, si je parle dans la petite enfance, n'a pas encore les outils pour prendre son autonomie. Et donc, finalement, c'est le plus responsable qui prend la charge de l'ensemble du foyer. Forcément, la famille monoparentale, ça a des répercussions sur les enfants, avant tout. Parce qu'il y a un seul référent. En tout cas, il y a un référent qui est plus présent.
Et donc, finalement, tous les repères sont sur une seule personne. Et si cette personne est défaillante, entre guillemets, les repères le sont aussi. Donc ça a des répercussions sur l'avenir de ces enfants. Voilà ce que je peux dire dessus. Sur en tout cas, les conséquences de la monoparentalité, alors des conséquences forcément sur l'image de soi, des conséquences financières qui ne sont pas, je trouve, suffisamment mises en avant. Il y a de réelles répercussions financières quand on passe d'un foyer couple à un foyer séparé avec les charges qui vont avec. Donc je parlais de l'image de soi et puis le regard des autres, c'est-à-dire la place qu'on a dans la société. On ne nous regarde pas de la même façon et j'ai plein d'anecdotes que je peux retracer qui étaient absolument étonnantes parce que je suis mère seule avec mes enfants et que d'autres femmes ont vécu également. C'est-à-dire le regard des autres n'est pas encore suffisamment bienveillant, suffisamment doux vis-à-vis de cette situation. Comme un constat d'échec? Exactement, c'est-à-dire que finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que ce regard est tellement présent, justement, et nous ramène à cet état d'échec. En fait, on a échoué notre vie. Échoué dans le couple. Échoué dans le couple, mais échoué dans la vie. Parce qu'il y en a qui ramènent ça justement à leur propre vie. C'était un objectif ultime, etc. Et donc, comme c'est un échec, donc je n'ai pas réussi dans la société, donc je ne suis rien. Donc mon image est dégradée. Et forcément, mon estime, enfin, tout va avec, on va dire, cette expérience. Avec aussi les stéréotypes, les clichés du pays, on va dire que c'est au passage, tiens, ben un homme, ben, comme ça, tu vois, il y a toujours aussi ces petites paroles-là qui peuvent revenir aussi par rapport à la femme seule qui était en couple. Tout à fait. Alors, je dis systématiquement, vous allez souvent entendre, de toute façon, si elle n'a pas réussi son couple, c'est qu'elle a un problème. OK ? On va parler effectivement de l'homme, on va parler de son infidélité, on va parler de son comportement, on va parler de certaines choses, mais vis-à-vis de la femme, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose chez elle qui ne fonctionne pas. Donc on va parler beaucoup de l'hystérie féminine, on va parler beaucoup de ses émotions. Je ne sais pas si vous avez suivi aujourd'hui les auditions qui se passent au niveau de... À l'Assemblée nationale. Exactement. Avec les créateurs de contenu. De contenu, notamment les masculinistes. Donc, quand on entend certains discours, on se dit, mais on ne vit pas dans le même monde, parce que moi, de mon point de vue, moi, en tant que femme, je ne me sens pas hystérique. Vous voyez, mais est-ce qu'on n'est pas OK avec... est-ce que c'est un crime d'être avec ses émotions, d'être au clair avec ses émotions? Et c'est là qu'on s'interroge sur nos perceptions de part et d'autre. Non. C'est bon. Bon, on va continuer. De nombreuses femmes nous disent ressentir une grande solitude et une pression quotidienne à tenir malgré tout. Comment expliques-tu ce sentiment, oui, et quels en sont les effets sur leur santé? Entre autres également, j'avais vu une vidéo où tu parlais via les réseaux, sur ta page Instagram, et que tu disais depuis 2019, tu sentais également une grande solitude. Donc, alors, oui, tout à fait. Alors, par rapport à ça, alors je suis passée justement de cette sensation de solitude à apprécier la solitude. Rien à voir. Oui, rien à voir. Le grand paradoxe. Parce que, justement, en tout cas, c'est ce que je fais maintenant dans mes accompagnements. Enfin, les choses sont beaucoup plus claires pour moi. Et comme, à mon sens, il faut être cohérente. Il faut être cohérent en tant qu'accompagnateur, justement. C'est parce que j'ai traversé ces choses que je peux les faire avec justesse. Et oui, on passe de la solitude, d'une extrême solitude, parce que, je veux dire, au-delà du sentiment d'échec, il y a cette culpabilité de ne pas s'être écoutée. Et quand je parle, en fait, avec la majorité des femmes, elles savaient au départ que ça n'allait pas fonctionner. Tu vois, il y avait la petite voix. La petite intuition que je dis qui ne trompe jamais. Et qui fait que nous sommes dans... Je parle, en tout cas, les femmes qui sont autour de moi, avec lesquelles j'ai déjà parlé, donc je parle de centaines et de centaines de femmes, nous avons toujours espoir pour l'autre. Et nous avons cette attente qui
qui, je pense, vient d'un passé commun de pouvoir sauver l'autre, ou en tout cas de voir le potentiel de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous voyons le potentiel. Maintenant, nous nous posons en tant que voilà, je vais sauver l'autre, je vais l'aider à grandir, alors que ce n'est pas notre rôle. Et donc, quand cet objectif-là n'est pas atteint, ou en tout cas, on est parti de ce constat de j'avais cette petite voix, mais j'ai voulu essayer quand même, on porte cette culpabilité d'avoir construit autant de choses, et puis finalement d'être arrivé à cette expérience qui est douloureuse. C'est sûr, c'est beaucoup ça, hein, c'est beaucoup de culpabilité, parce que finalement, on ne voulait pas de ça pour nos enfants. C'est pas ce à quoi on aspirait pour nos enfants. Mais ensuite, les enfants deviennent des dommages collatéraux dans l'histoire. Tout à fait. Exactement. Et donc, c'est cette culpabilité, est-ce qu'à un moment donné, on va finir par l'accepter, cette culpabilité, en tout cas la digérer, la soigner, la guérir, pour justement passer à une autre étape de ce chemin. Donc, quand je te parle de « j'ai vécu cette solitude », donc cette solitude avec cette culpabilité de devoir vivre avec ça, et de devoir expliquer, parce que j'ai toujours expliqué à mes enfants pourquoi c'était comme ça, qu'est-ce qui se passait, etc. Toujours été clair dessus. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard sur, vous savez, les silences familiaux, les secrets, les tabous, les choses comme ça. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour froisser et abîmer des relations familiales. D'accord ? Il vaut mieux être clair, parce que c'est justement en ayant cette transmission que les autres peuvent briser des schémas. Si on n'est pas au courant de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu dans le passé, c'est un peu compliqué de travailler dessus. Et donc voilà, on sort de cette culpabilité, et une fois que je suis sortie de cette culpabilité, c'est la fête. Je l'avoue, hein. C'est un point en moins. C'est un point en moins, parce qu'en fait, tu sais, avec le temps aussi et le recul, et les conversations que j'ai eues, la culpabilité est un vrai poison. C'est un poison. En fait, ça implose à l'intérieur, parce que tu accumules en fait des couches et des couches de culpabilité, parce que tu as ta culpabilité de cet échec, puis la culpabilité que ça ne fonctionne pas avec tes enfants, en fait, les choses s'accumulent au fur et à mesure des années, et puis tu finis par avoir mal au corps. Vous comprenez là où je veux en venir? En fait, ça a des répercussions même sur la santé au bout d'un moment, parce qu'on est en train d'imploser. Je viens tout de suite, je ne vais pas trop en dire, parce qu'il n'a pas vu le film. Faut pas trop en dire. Faut pas trop en dire. Mais c'est tout ça, à un moment donné, il suffit d'une goutte. Il suffit d'un petit élément, et tout, finalement, se déclenche, et c'est je dis le raz-de-marée, le tsunami. Vous comprenez? Mais ça part de quelque chose. Donc, même si elles tiennent, même si on tient, si ce travail-là n'est pas fait, je veux dire de trouver en tout cas un apaisement et une sérénité, ou un équilibre, parce que les êtres humains ont besoin d'être rassurés en général. On a besoin de se sentir en sécurité. Et comme déjà notre société est anxiogène, on vit dans une société, tous les jours on sort des lois, tous les jours on sort des trucs pour, tu sais... Un conditionnement. Un conditionnement pour te dire, mais en fait tu ne peux pas avoir ta paix. Tu ne seras jamais en paix. Donc, cumuler à ça tout ce qui se passe dans la vie personnelle, c'est extrêmement lourd. Ça peut être extrêmement lourd. Ok, mais justement, quand on parlait d'un contexte qui est anxiogène, donc depuis le début de l'année, on en est à 16 homicides, oui. Qui concernent toujours principalement des hommes qui tuent d'autres hommes. Mais qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact sur les femmes et le ressenti sur l'insécurité au pays? Alors déjà, effectivement, de ne pas se sentir en sécurité, de moins se sentir en sécurité. Et puis, avant que je vienne à l'émission, enfin, là, les derniers jours, il y a des femmes qui m'ont appelé
pour connaître mon avis dessus, justement, et puis pour discuter parce qu'en fait, ça amène des craintes sur l'avenir de leurs fils, de leurs propres enfants. Je dis de leurs fils, j'en ai un aussi. Et donc, on se pose la question de façon démographique, dans la démographie même en Martinique, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, si nos hommes jeunes disparaissent déjà, et de cette façon tragique, et d'autres façons encore, là, on va se retrouver totalement dans une société vraiment, vraiment matriarcale, en fait. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi que ce sont... Quand il y a ce type de situation, quand un jeune part, moi, en tant que maman, ça me touche parce que j'ai l'impression que c'est mon enfant. On est touché aussi personnellement dans ces faits. C'est pour ça que ça... C'est-à-dire que là, nous nous sentons impuissantes. Impuissantes et en même temps, je sens que ici, les femmes commencent à comprendre la portée de leur voix, l'importance de leur voix. C'est-à-dire que là, il est temps de dire que, même si c'est nous qui pouvons la sécurité, j'exagère peut-être, mais il est temps de faire quelque chose parce que ce sont nos enfants, les enfants des pères aussi. Mais quand on a porté, ça n'a pas le même, je pense, c'est-à-dire, même si on ne connaît pas la personne, ça nous touche dans nos entrailles. Voilà. Une parole, Fatima, je crois que c'était en émission radio, à l'époque de Papa Génitait, et tu avais dit, ça m'avait marqué, tu avais dit, laissez-nous éduquer nos fils, les hommes de demain. Et cette parole avait une certaine résonance parce que quand on voit un petit peu les homicides qui se passent, c'est souvent un peu les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes, les mêmes tournures. Les hommes, c'est souvent des foyers monoparentaux, pas forcément, mais assez régulièrement. Souvent des jeunes hommes, donc c'est la plupart du temps la trentaine, même moins. Par exemple, il y a 3 jours à 7+, c'est un jeune de 25 ans. Comment toi tu perçois au niveau, parce qu'on parlait, on constate que 50% sont de foyers monoparentaux, des femmes qui peuvent être surmenées, charge mentale. Comment toi tu peux le percevoir, à savoir je dirais, l'accompagnement de ces femmes pour que ça puisse être évité au niveau de ces conséquences de tous ces morts, je dirais. Alors, je vais te dire un truc qui est très clair. Je ne sais pas si ça peut être évité. D'accord ? Enfin, dans l'éducation, je parle. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement imprévisible. En fait, c'est tellement... Là, je ne peux pas te dire si ça aura un impact. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas essayé. On n'a pas essayé pour voir les répercussions, justement. On n'a pas étudié le fait d'éduquer autrement et les répercussions sur le long terme. Donc, tant qu'on ne va pas essayer, on ne pourra pas dire effectivement ça fonctionne. Moi, je l'ai essayé, je te dis OK. Mais tant qu'on ne l'a pas essayé à une plus grande échelle, il faut qu'on tente l'expérience de savoir est-ce qu'on n'accompagne pas nos enfants à... alors, avant de parler d'accompagner nos enfants, à nous accompagner nous-mêmes. Nous sommes des gens blessés. Je vais te dire, de par notre histoire collective, déjà. Donc, nous portons ça, génération en génération, il y a cette transmission de personnes blessées. Et finalement, comme la culpabilité, ce sont des choses qui s'accumulent et qui finissent par imploser à l'intérieur. Donc, si moi-même, je ne suis pas au clair avec ça, c'est-à-dire sur mon histoire, sur... comment je me sens avec ça et est-ce que j'ai envie de me réconcilier, comment je peux transmettre l'apaisement à mon enfant. Vous voyez, comment je peux transmettre à mon enfant que lui qu'il s'aime si moi-même je ne me supporte pas. L'estime de soi, ok. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, tu vois, encore une fois, avec le temps, je me dis, mais et toutes les femmes que je reçois, nous avons une relation à nous-mêmes qui est extrêmement maltraitante. Ça veut dire que les personnes à qui je parle, donc, en général, ne supportent pas leur corps, n'aiment pas leur corps,
n'aiment pas leur vie, n'aiment pas leur... J'exagère, hein, je vais dans les extrêmes, mais il y a des choses qu'elles aiment, mais en règle générale, elles ne vont même pas attendre les autres pour se saboter. Et sachant aussi qu'il y a une grande influence de l'extérieur, des réseaux, Bien sûr, voilà, mais omniprésence bien sûr, qui ne fait bien que sûr, s'arrêter avec oui. les clichés, les codes, etc., etc. Oui. Et ça ne s'arrête pas. Tu as l'extérieur, tu as le regard des autres, tu as l'environnement, et c'est pour ça que j'ai trouvé je ne dirais pas beaucoup de choses, d'accord, sur le film. L'environnement humain est capital pour une évolution saine. Si on reste en fait dans un environnement qui est ce qu'on dit, en fait, je vais mettre des guillemets parce qu'on emploie beaucoup ce terme, un environnement toxique, ça veut dire c'est comme si en fait je prends une graine en fait et je vais planter cette graine dans le sable. L'arbre ne va pas pousser parce que l'environnement ne correspond pas en fait à cette graine. Et donc on a eu cette habitude de grandir dans des environnements, donc avec la famille c'est sacré, on ne peut pas... donc ça veut dire que même dans les relations professionnelles, on reste et on subit des choses, parce que déjà nous avons un rapport maltraitant envers nous-mêmes. Et donc on trouve que la maltraitance à l'extérieur, en fait c'est notre zone. C'est devenu notre zone. Et quand on rétablit finalement ce rapport bienveillant, et je vais même dire sacré avec soi-même, mais ça bouleverse. Ça bouleverse non seulement toutes nos croyances, tout ce qu'on a pu vivre. C'est un cataclysme en général dans la vie des personnes. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis ça, c'est que une fois que ce changement est opéré, on peut transmettre autre chose à ce moment-là. Je ne dis pas que c'est la cause de tout ce qui se passe. Je dis qu'on n'a pas essayé. En parlant d'essayer, là, je viens vers Ulrich, parce que par rapport à sa démarche, la démarche du centre de vacances, il me semble, qui va être effectuée pendant les vacances, c'est un petit peu cette base-là aussi que vous effectuez par rapport à la jeunesse pour également inculquer ces bases-là par rapport à cette jeunesse-là aussi. Oui, c'est clair, mais comme elle l'a dit, le truc, c'est que sur la génération qui vient, ils sont déjà au fait qu'il y a des choses qui sont problématiques dans le comportement des parents et aussi dans le monde professionnel, ce qui fait que c'est pour ça qu'on les appelle la génération Z et que, par exemple, les gens ont du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi ils ne fonctionnent pas dans le monde professionnel. Parce que le monde professionnel est maltraitant. Et ben ça va pas plus loin que ça. Donc eux, ils sont déjà bien en avance par rapport à ça. L'idée, c'est de continuer à leur donner des outils pour qu'ils puissent les identifier, les comprendre, savoir comment alerter et comment s'en protéger. Mais comme elle l'a dit, le travail, en même temps qu'on le fait sur les enfants, il faut le faire sur les adultes. Parce que les adultes n'ont pas conscience et ils vont reproduire en fait des schémas comme ça. Sauf que la génération qui vient, comme ils sont au fait de tout ce qui concerne la psychologie, les troubles, les traumatismes, etc. Mais eux, ils savent très bien que non, quand tu viens, tu me gueules dessus pour faire une tâche, je vais pas la faire. Parce que tu n'as pas à me gueuler dessus. Je suis pas ton enfant, etc. Des comportements que moi, effectivement, au début, je me disais, c'est normal, c'est mon patron. Il doit me parler comme ça. C'est normal, ce sont mes parents. Ils doivent me parler comme ça. C'est en grandissant et en comprenant que, non, ils sont pas, je suis un être humain, je suis un être à part entière, j'ai mon intégrité. Donc, je ne dois pas subir ces choses-là. Donc, c'est des choses qu'on doit travailler, mais comme elle l'a dit, c'est aussi un truc générationnel. C'est pas seulement les jeunes qui viennent, c'est aussi tout, parce que comme je le dis souvent, les jeunes qui viennent, c'est les enfants de quelqu'un. Donc voilà, oui. Ces parents-là, cette génération-là, il faut aussi qu'ils comprennent que ça va plus se passer comme ça. À l'avenir, on pourra plus être dans des rapports maltraitants. Et j'entends beaucoup ça, on entend beaucoup ça depuis très longtemps. Les jeunes, oui, mais les jeunes, etc. La génération qui arrive là, comme tu le disais, elle refuse catégoriquement de reproduire en fait ce qui s'est passé. Et je les entends dans leur discours. Alors, certes, c'est très difficile pour les anciens de leur donner la parole. Et quand on leur donne la parole, ils ont tellement de choses à dire. Ils ont tellement. J'interviens notamment dans des lycées, mais ils ont énormément de choses à dire si on leur donne la parole. Mais comme en général, on leur demande juste d'écouter, d'obéir,
et de faire comme on leur a dit. C'est l'injonction. L'injonction. Mais ils ne sont pas dupes. Hein. Nous, je vais te dire, notre génération, je ne sais pas pour vous, mais notre génération, c'était bon, eh bien, amen. Le parent, il a raison. Voilà, l'adulte, oui, maître, oui, maîtresse, d'accord. Et puis c'est en grandissant, je te dis, mais ça. Tu vois? Tout à fait. Eux, ils écoutent, ils font mais ils ont déjà compris qu'il y a autre chose derrière et qu'il y a quelque chose après. Et il faut bien comprendre que nous sommes tous en fait je vais dire des portes et des transitions entre le passé et le futur. Ça veut dire que tout ce que nous faisons là maintenant laisse des traces, ou en tout cas laisse une ouverture pour. Donc, au-delà de, je vais dire, il y a le fait de reproduire les schémas en fait sans en prendre conscience. Mais il faut s'interroger sur nous, vraiment nous, intérieurement, profondément, qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes, sans le regard des autres, sans l'apport de ce regard. Tu as, à 2 reprises, j'en ai parlé aussi au tout début, il y a un petit peu pas cette effervescence-là, cette remontée d'émotion de par le film, on ne va pas trop en parler. Pourquoi, selon toi, il y a eu autant d'impact du film Abou sur les femmes martiniquaises? Alors, les femmes martiniquaises, parce que oui, pas forcément bon, de mon côté, je vais dire martiniquaises, mais je pense que c'est partout pareil, parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'elles ont pleuré en voyant le film. Que ça leur parle beaucoup par rapport à leur vie, parce que par rapport à un contexte sociétal avec beaucoup de femmes seules, donc beaucoup de femmes se sentent en difficulté et limite ne se sentent pas également écoutées. Donc, tout à fait. Donc pourquoi, selon toi, ce film-là crée autant d'émotions envers elles? Parce que ça vient en miroir complètement de la vie de certaines. Ça veut dire que ça a été, en tout cas, je n'ai pas été, j'ai été touchée sur une partie plus, bref, je ne vais pas dire trop. Il ne faut pas spolier le film, voilà. Non, mais de façon générale, j'ai regardé, je n'ai pas été touchée plus que ça, de mon point de vue. Parce que ce travail de déconstruction, tu l'as également effectué. C'est ça. Tu sais, quand on en a discuté hier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je me reconnais dans énormément d'événements dans le film. Mais il y a ce travail, donc j'ai ce détachement vis-à-vis de la réalité, parce que oui, des femmes le vivent, ça. J'ai l'impression que des fois, tu sais, on bouge un peu les yeux pour se dire non, en fait, ça n'existe pas, tout va. Non, ça existe. Ça existe, et je trouve que le film montre bien comment ça peut être extrême. Des fois, on entend des choses, on se dit, mais comment on peut arriver jusque-là? Il suffit d'une demi-seconde, il suffit d'une goutte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et en fait, on perd totalement le contrôle de soi. D'où l'importance de savoir comment je me sens, qu'est-ce que je veux, et surtout, quel est mon environnement. Parce qu'un environnement maltraitant, forcément, c'est-à-dire que la situation est déjà compliquée, plus l'isolement, et si en plus je reste dans un environnement qui ne m'écoute pas, qui n'est pas attentif, qui ne m'apporte pas de sécurité, qui ne me rassure pas, je ne peux pas aller mieux. Ce n'est pas possible, en fait. C'est comme la parole c'est pas possible. C'est comme la parole qui dit problème mon femme, c'est problème toute femme, d'une certaine manière aussi. Donc c'est effectivement cette solidarité féminine, à savoir, pas forcément de cette solidarité, c'est-à-dire que voir une femme en souffrance, ça touche. Bien sûr. Peut-être moi de l'autre côté, je ne vois pas. Le film avec Will Smith, À la recherche du bonheur, j'ai pas vu beaucoup d'hommes se sentant impactés plus que ça par rapport à la. Ouais, il était très. Il était triste un petit également. Oui. Mais voilà, c'était bon, un petit cliché cinéma. Mais voilà, c'est pour montrer également que peut-être aussi de par l'émotion, effectivement, ce ressenti-là, il sera peut-être plus important. Il est plus important, et puis voilà, en fonction de là où on en est, je veux dire, dans nos vies à l'heure actuelle, ben ça peut vraiment être
ça peut vraiment être un miroir de... Alors, je me dis peut-être que ça peut être un bénéfice, parce que ça peut faire bouger les choses chez ces personnes qui ont été bouleversées. Comme un effet déclencheur, voilà, d'une certaine manière. Je l'espère, vraiment. Parce que des fois, il faut des fois un électrochoc, ou en tout cas que tu puisses avoir la vision de ta propre vie pour dire, mais c'est ça que je vis? On va laisser encore. Des fois, il faut de ça. Hein? C'est pas toujours agréable, mais c'est bénéfique. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment le programme Arborescence féminine peut agir? Enfin, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, je parle effectivement de mon histoire de vie j'ai ramené vraiment à toutes les étapes, c'est-à-dire dans ces 20 vidéos, je dis absolument tout, je me livre, enfin voilà, c'est-à-dire c'est vraiment sincère et authentique. Mais c'est quoi d'abord Arborescence féminine? Donc c'est un programme pour les mères célibataires. Avant tout, c'est un programme qui est fait parce que oui, il y a il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, mais il y a toutes ces femmes qui subissent les répercussions et les conséquences de la colonisation. C'est-à-dire que là, on est en plein dedans. Des années après, je dis des années, on est encore jeune, hein, c'est tout près. Hein. C'est pas très très loin, finalement, je vais dire à l'échelle humaine, à l'échelle de l'humanité. Et donc, on en a maintenant les conséquences, c'est-à-dire dans nos corps, comment je perçois mon corps, le rapport que j'ai à l'autre aussi. Et forcément, si je parle du rapport à l'autre, le rapport que j'ai avec mon enfant. Donc, je me suis interrogée sur tous ces aspects-là, c'est-à-dire en fonction de l'éducation que j'ai reçue, et je me rappelle de l'éducation, effectivement, qu'on avait dans cette génération-là, pourquoi j'étais obligée, par exemple, pour que mon enfant m'écoute, de le taper. Je prends juste un exemple. Hein. Est-ce que je ne pouvais pas lui expliquer les choses et discuter avec lui et voir, et finalement... Donc c'est quelque chose que j'ai fait avec tous les enfants, c'est-à-dire même dans mon école, etc., que j'ai expérimenté. Les enfants comprennent très bien. Pas des enfants qui sont un petit peu plus... dire, bon, pas l'écouter ou pas l'écouter, mais il y a des méthodes, en fait, pour ça. Mais c'est comme ça qu'on développe l'esprit critique chez l'enfant, et surtout son leadership. Mais j'ai eu l'impression, en fait, en ayant examiné ces choses-là, qu'on veut absolument que les enfants ressemblent à autre chose, c'est-à-dire soit des copies les uns les autres. Mais ça, ce sont des choses, on nous a imposé ça. Et finalement, on n'a plus besoin de l'aide de l'autre. On continue cette transmission sans qu'il n'intervienne. Au niveau c'est là qu'a commencé la remise en question. Et puis, quel type de rapport je voulais avec mes enfants? Est-ce que je voulais un rapport sain, un rapport bienveillant? Et puis, je vous donne un exemple très, très, très basique. Ma plus grande, depuis petite, elle veut me faire des câlins. Moi, câlin. Côté nous connaître câlin. Je veux dire, dans notre communauté, c'est très nouveau en Martinique. De s'enlacer, c'est nouveau, c'est vraiment récent. Et donc, elle vient des fois me faire des câlins. Je lui dis, mais lâche-moi en fait. Enfin, des fois, je me suis dit, mais pourquoi tu as autant de mal à ce que ton propre enfant te prenne dans ses bras? J'ai commencé à me laisser faire et voir que c'est mal ça. Tu sais, ça fait du bien quand même de prendre que son enfant s'enlace, etc. Et en fait, c'est devenu... Tu vas parler à mes 3 derniers enfants, ils ne vont jamais imaginer que j'ai passé cette étape-là. Parce qu'ils ont toujours connu ça. On se dit bonjour, on s'enlace. On part, on s'enlace. On se revoit tout le temps. Et donc, c'est ce rapport-là, donc non seulement avec nous-mêmes, avec notre propre corps, avec le corps des autres. Et donc, forcément, avec les enfants, ce sont les plus proches. Donc, ce programme, c'est vraiment axé sur comment je passe de
Je ne me priorise pas et je me sacrifie, parce qu'on a beaucoup cette notion de sacrifice chez les mamans. Je vais me sacrifier pour mon enfant, je vais me sacrifier pour... Finalement, tu te sacrifies pour la société, pour le père, pour... Tu vas te perdre après. Tu arrives à un âge où tu es perdu. C'est vraiment le terme. Tu ne sais plus et tu sais, le sacrifice amène quelque chose comme dans... Je parle des femmes, mais tu sais, c'est quelque chose que tu retrouves aussi chez les hommes. Hein. La dissociation, ça veut dire que tu sens que ton corps a besoin de quelque chose, mais ton mental t'amène ailleurs. Et t'explique que non, en fait, ton besoin est faux. Ton besoin n'existe pas. Et tu finis par te surpasser, ne plus voir les limites. Et puis tu vas entendre des personnes te dire « Oui, mais je ne me sens pas dans mon corps. Je me sens au-dessus de mon corps. » Si tu parles avec certaines personnes. Mais ça, c'est normal. C'est, au fur et à mesure, les événements, en fait, te poussent à... C'est tellement douloureux, finalement, que tu détaches le corps de cette douleur pour mettre le mental au service de la performance et de la réponse. Et donc, c'est un cheminement pour arriver, justement, à retrouver cette connexion corps-esprit, et savoir qu'est-ce que tu veux, comment tu te sens, qui tu es, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Quels sont les outils pour y parvenir? Mais j'utilise les outils de la préparation mentale, justement. Alors, je dis les outils. La préparation mentale m'a permis, justement, de me conforter dans ce que j'imaginais. Et donc, il y a certains outils que j'ai créés. En même temps, tu peux, je dirais, tu as ta phase de test avec tes enfants d'une certaine manière aussi. Sur certaines choses, oui, mais c'est vrai que comme j'accompagne les femmes depuis un petit moment là déjà quand même, donc j'ai eu le temps d'expérimenter certaines choses, voilà, exactement. Et donc c'est tous ces outils, tu vois par exemple, quelque chose de simple, qui a l'air simple en apparence. Un exercice que j'ai eu l'occasion de faire, c'est calculer le temps pour soi. Maman, ok, tu vis seule avec tes enfants, quel est le temps que tu te consacres? Mais tu me parles le temps des activités, le temps que j'emmène l'enfant... Non, le temps pour toi. Et quand on fait le calcul, ce temps est minuscule. Fine. Et malheureusement, en fait, le corps humain fonctionne comme ça, et notre cerveau aussi. Des fois, tu es dans des phases difficiles où tu dois faire des choix, mais tu n'as pas l'espace de réflexion, parce que tu n'as pas ce temps de silence. Et donc, pour créer, pour avoir une santé mentale, je veux dire, correcte, apaisée, il faut avoir un temps de silence dans la journée. Un temps où tu n'as rien, où tu ne fais rien. Et ça aussi, c'est une injonction qu'on demande aux femmes. Comment ça, tu ne fais rien? Quand j'ai posé la question, j'ai demandé ça. Tu te poses une journée, tu ne fais rien. Mais comment ça, je ne fais rien? C'est la panique. Mais non, mais je ne peux pas ne rien faire. Mais oui. Il y en avait qui disaient que de par le temps, déjà le temps, on le trouve, on le cherche, on l'accapare ce temps-là. Mais il y en a ceux qui disaient aussi qu'on trouve ce temps. Il y en a beaucoup qui trouvent ce temps-là dans les embouteillages. Non, mais non, il faudra qu'on fasse une autre émission sur les embouteillages. Parce que ça crée un stress. Je me dis, mais comment les gens... Tu vois, il faudrait trouver, en fait, ça me permet de réfléchir, il faudrait trouver des alternatives et des petites astuces à mettre en place, tu vois, sur ce temps-là pour l'optimiser. Parce que ce temps-là, dans une boîte, dans un ralentissement, en sachant que peut-être tu vas retrouver tes enfants très tard et tu es parti très tôt le matin. Et donc, ce n'est pas qualitatif. Ça peut créer vraiment je pense que ça peut créer des extrêmes aussi. Ils sont fragiles, en tout cas. Est-ce que tu as aussi tu les accompagnes, en tout cas, sur les relations de couple qu'elles peuvent avoir? Alors, ça m'est déjà arrivé, puisque j'ai quand même accompagné des hommes aussi. Et donc, ça m'est déjà arrivé, et tout est une question, je dis ça avec beaucoup je vais dire, de simplicité, mais ça ne l'est pas forcément. Tout est une question de positionnement personnel. C'est-à-dire que face à une situation en général,
Une situation va se répéter, tu auras le même type de réaction, tout le temps. Et donc, il faut forcément changer quelque chose dans l'équation. Tu as une réaction, enfin, tu as une situation, tu as une même réaction à chaque fois. Si tu changes, en fait, ta réaction face à la situation ne sera plus la même. Et donc, c'est là où on en vient. Comment tu as l'habitude de réagir? Analyser la situation. Tu vois, c'est ce travail-là, en fait, et je ne vais pas mentir, et j'en parlais récemment, on a tous les réponses en nous, mais on ne s'écoute jamais. On ne s'écoute jamais. Parce qu'on n'a pas confiance en, je veux dire profondément, en ce qu'on est capable de faire, de donner, les réponses que... Et donc, on nous a appris à nous limiter. Fais pas trop de bruit. Le voisin va entendre, finalement. Et donc, on se fait tout petit, tout petit, tout petit. Ça ne peut pas durer. Le corps n'est pas fait pour ça, pour se limiter. En t'écoutant, ça m'a rappelé un petit peu certaines émissions, je ne sais pas laquelle, mais certaines émissions, à savoir que on est aussi le fruit d'une lignée. Donc le fait de s'écouter, on peut s'écouter nous, mais ça peut être aussi quelque chose de plus ancestral aussi. Complètement. Donc s'écouter, c'est pas juste écouter d'autres personnes, c'est écouter aussi quelque chose de plus fort que nous aussi. Oui. Tu es connecté à quelque chose, de toute façon. Comme je te disais, tu es la porte entre le passé et le futur. Donc, les informations qui sont déjà en toi, c'est pas toi individuellement qui est arrivé là. Tu sors de quelque chose, tu es la programmation de quelque chose et qui va forcément te répondre et t'orienter, puisque les expériences, si tu accumules des expériences, c'est que tu es capable d'avoir un autre regard, une expertise au fur et à mesure. Parce que si on dit qu'il y a des souffrances de manière générationnelle, ok, il y a des souffrances, mais il n'y a pas que des souffrances aussi. On peut transformer aussi l'énergie. Je te remercie de cette transition. C'est très intéressant. Parce que, tu vois, alors autant on a les traumatismes, effectivement, mais on ne parle pas suffisamment de nos forces. Nous sommes un peuple de résistants. Ça veut dire que nous, là, on va essayer par tous les moyens de... Le corps va s'adapter. Notre corps s'adapte tout seul pour essayer, en tout cas, de résister un maximum de temps. Et cette résistance est transmise. De la même façon que la résilience. La résilience, ça veut dire... Tu vois, tu as l'expression... débrouillard pas péché. C'est ça? C'est bien ça? Oui. On va toujours trouver une manière de sortir d'une situation. C'est-à-dire que nous sommes, mine de rien, des êtres extrêmement créatifs. On va toujours utiliser, en fait, notre imaginaire est déjà bien construit et on va toujours trouver des alternatives. Là, je me dis, mais quelle est notre crainte pour le futur? Nous pas quoi, nous. Parce que on excelle dans ce domaine-là. On excelle, c'est-à-dire tu vas mettre d'autres populations à côté de nous, ils n'auraient pas survécu à ce qu'on est en train de vivre là depuis un moment. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, il faut le réaliser, en prendre conscience, tu vois, et le matérialiser pour l'avenir. On peut construire d'énormes choses avec ça. Le dire, le matérialiser, le marteler aussi, parce que ça rentre dans l'estime de soi, parce que si on connaissait totalement nos positions, nos forces, comme on disait, transformer l'énergie, c'est-à-dire, ok, il y a une lignée avec des souffrances, mais il y a aussi des lignées avec une résistance. Voilà. Oui. Et donc, le dire, le répéter, ça aurait aidé, pour revenir au contexte de l'émission encore, sur la thématique, eh bien, les femmes dans cette souffrance-là, savoir pour dire, tu n'es pas seul, même au fond de toi, puis tu es le résultat d'une lignée, tu pourras y arriver. Bon, je ne suis pas coach, mais bon, voilà. Voilà, ça, les motiver, être bienveillant, eh bien, ça peut aider. Tu sais, elles y arrivent déjà. Hein. Tu vois, le truc, c'est qu'elles y arrivent déjà. Pour moi, le plus gros de la charge, en fait, quand tu es mère isolée, c'est le regard des autres. C'est comment les autres te perçoivent. C'est-à-dire la société, mais ton entourage aussi,
Le monde professionnel aussi, parce que le monde professionnel ne s'est pas transformé et adapté à la nouvelle situation de la Martinique. Donc, qu'est-ce que tu fais pour ces mères-là qui, tu sais, qui travaillent chez toi, mais qui ont des difficultés de garde, d'enfants malades, d'école qui va les appeler parce que machin, et qui n'ont pas forcément de grands-parents. Donc, on a une adaptation. La pression extérieure. La pression extérieure. Une fois que je vais te dire que tu t'es détaché de cette pression extérieure, ou en tout cas que tu as fait le point et tu as mis un cadre qui te correspond, pas de problème, hein? On va te dire, oui, les enfants, c'est plus difficile de gérer des adultes, ok? Je vais dire dans certaines sphères, que de gérer des enfants. Enfin, Dans la relation. Mais oui. Et si on leur donne l'espace en plus, de la même façon que tu as besoin d'espace, ton enfant a besoin d'espace aussi. Je dis pas c'est pas ce que je dis. Il y a un équilibre. C'est un équilibre à trouver dans la relation. Mais c'est parce que tu n'as pas d'espace que des fois tu ne donnes pas l'espace à ton enfant. C'est souvent qu'on se limite et qu'on souhaite limiter aussi l'enfant. Mais des fois, tu vois, c'est fondamentalement inconscient. Vraiment. Par rapport à l'éducation, au formatage, par rapport à ce qu'on vient de dire tout au long de l'émission, d'une certaine manière. Et tu vois, ce n'est pas pour, je veux dire, enfoncer le clou, pour enforcer, ce n'est pas pour juger les gens. Je veux dire, on n'est pas là pour ça. C'est un constat. Ça reste un constat que si, en tout cas pour apaiser le futur, il faut qu'on commence par nous adultes, là. On doit absolument s'occuper de nous et prendre soin de nous. En plus, on est dans un environnement qui est tellement riche. Et prendre un bain de mer, rivière, marcher dans une forêt, prendre du temps pour soi. Alors, je sais que ce n'est pas évident, il y a le travail, créer ces espaces où, de la même façon que je suis capable de respecter le rendez-vous chez le médecin, si j'ai marqué que je vais marcher, c'est pas parce que tati, tonton m'a appelé, oui, j'ai une urgence, que je dois mettre mon rendez-vous mon rendez-vous est prioritaire. Vous comprenez? Sauf choisir. Sauf urgence vitale, etc. Tu vois? Mais on a tendance à... C'est pas une priorité. Non, on ne se choisit pas. Et du coup, quelle vision que tu porterais, en tout cas pour la femme martiniquaise sur l'avenir? Qu'est-ce que tu souhaiterais justement que... Tu veux me poser cette question? En même temps, quand tu travailles avec elle, bon, voilà, tu as une certaine légitimité avec cette conception-là, ouais. cette vision-là. Je ne vais pas vous mentir, j'accompagne depuis plusieurs années des pépites en Martinique, des vraies pépites. Et je me dis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la femme martiniquaise n'est pas plus dans l'espace et dans l'environnement de la Martinique. Pourquoi elle n'a pas plus de place. Et j'ai vécu j'ai des exemples encore récents où elle refuse souvent des opportunités. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est la faute de l'extérieur ou bien c'est la faute des femmes? Je veux dire, est-ce qu'il y a une faute à quelque chose? Je ne dis pas ça de manière globalisée ni généralisée. Hein. Je ne sais pas si c'est la faute de quelqu'un. Enfin, c'est un fait, je vais te dire, où je pense qu'on n'en a pas conscience. Des fois, de refuser des opportunités qui peuvent, alors, non seulement te faire du bien, ouvrir des portes. Des fois, les femmes ont envie de choses, demandent des choses dans leur prière, ou tu vas dans leur manifeste, dans leur prière, dans leur méditation, et quand ça se présente... Le capitaille. Mais c'est normal, parce que jusqu'à maintenant... et je parle par exemple des mères célibataires, mais aussi des autres femmes. Elles ont l'impression de ne pas être assez, de ne pas être légitimes, de ne pas... Alors tu vas avoir des femmes qui sont surdiplômées, parce qu'elles vont avoir des diplômes jusqu'à ce qu'elles sentent qu'elles sont légitimes. Mais tu es déjà légitime sur ce que tu fais, tu es experte et tu es géniale. Ça rentre dans l'estime de soi. C'est primordial. Oui, tu vois. Donc, tu as beaucoup de ça ici. Maintenant, comme par rapport à ta question, ce que je souhaite pour elles, c'est vraiment de prendre leur place. Quand on dit prendre leur place, je vais prendre l'exemple simple du poussin que tu mets dans une cage
Tu mets le poussin dans la cage, tu sais, à sa taille. Au bout d'un moment, le poussin va grandir. Et la cage n'a pas changé. Et donc, la petite cage dont je parle, c'est ce dont on nous a enfermés. Ne brille pas trop, tu fais trop de bruit, ne te fais pas remarquer. Tu vois, surtout les filles, on les éduque comme ça. Tu vois, en fait, il n'y a pas de limite. Et si la femme, tu as certaines femmes autour de moi qui visaient, et qui visent l'international. C'est compliqué de l'expliquer à son entourage. C'est l'expliquer de le vivre et de le... Parce qu'on nous a appris à... Donc, finalement, je vais rester là et puis je vais... Donc, prenez votre place. C'est-à-dire que ce soit je vais commencer par... je fais une petite parenthèse. Je vais dire la sphère politique et la sphère sociale. Mais il y a une sphère qu'on n'exploite pas suffisamment, et surtout pour les femmes, c'est la sphère économique. Et ça, j'en ai parlé avec plusieurs femmes qui sont entrepreneurs, parce qu'elles choisissent soit... Voilà, elles se dirigent vers la politique, vers, je vais dire, le monde associatif, parce qu'elles veulent changer les choses en Martinique. La sphère économique, quand on a un poids économique, on a le pouvoir justement de modifier les choses. Et donc il y a des femmes en Martinique qui ont cette capacité, je ne dis pas que les hommes ne l'ont, c'est pas ce que je dis juste que elles ont la capacité du jour au lendemain de changer les choses. Il faut qu'elles prennent leur place. Parce qu'une femme qui... On ne nous aurait pas confié cette tâche si on ne savait pas le faire. On sait prendre soin de foyer. Si on sait prendre soin de foyer, on saura prendre soin de vous, de la société. Et puis, accompagner plus sereinement, c'est-à-dire que les exemples qu'on a de femmes qui sont au pouvoir, je veux dire, dans certains pays, c'est une poigne. Mais en même temps, cet instinct maternel qui se met en place, avec une vision et... Donc, d'avoir confiance en ça. Mais c'est ce que je souhaite là, pour les 5 années à venir. Qu'il y ait plus de femmes dans les espaces et qu'on puisse s'accompagner les uns les autres. On rappelle aussi, ce n'est pas une concurrence, c'est pas une concurrence. C'est pas homme contre femme, femme contre homme, c'est une complémentarité. Complémentarité. Chacun doit prendre sa place. Oui. Tu vois, mais avec sans se poser de questions. Voilà, vous êtes capable de le faire, faites-le. Allez-y. Ulrich. Oui, parce que là, on touche la fin de l'émission. À la fin, oui. Je vais juste rebondir sur la fin, et justement sur le fait qu'on ait 2 rôles qui sont complémentaires. Parce que des fois, souvent d'ailleurs, ça nous arrive de dire oui, mais les femmes refusent les opportunités. Mais en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'elles le font parce qu'il y a des raisons qui ne sont pas seulement liées à elles, mais à tout un formatage qu'il y a. Et c'est à nous aussi de comprendre ça et de comprendre que l'idée, c'est pas de les remplacer. Parce que comme elles ont refusé l'opportunité, je vais la prendre. Et du coup, ça fait que les hommes se retrouvent toujours dans les mêmes sphères, etc. Mais c'est plutôt de se dire, je vais l'accompagner en fait pour arriver à ce que l'opportunité qui vienne et qu'elle a même manifesté, parce qu'on voit des fois des personnes effectivement qui vont manifester des choses, mais qui vont parce qu'il y a une urgence, qu'il y a quelque chose qui va leur faire refuser, nous de comprendre ça et de se dire non, je t'accompagne pour que tu y arrives. Et qu'on mette les éléments en place pour arriver à créer les conditions pour que la prochaine opportunité, elle accepte. Ou cette opportunité-là, je lui laisse le temps, mais je la laisse arriver à l'opportunité. Et c'est un message que je pense qu'il est important de passer parce que je me suis retrouvé dans plein de sphères où, les femmes ne veulent pas, donc on prend. Mais si on continue à apprendre, comment on veut qu'elles prennent leur place ? Donc, c'est un travail qui a à faire des 2 côtés. Comme tu as pu le dire et tu as pu l'amener justement à travers l'émission. C'est une émission qu'on a consacrée à la femme, mais ça pose aussi la question de nous, comment on fait nous pour faire en sorte qu'elles prennent leur place justement et qu'elles soient justement égales, enfin en tout cas que ce soit complémentaire comme on peut le dire et pas qu'on souhaite les remplacer parce que finalement on les cantonne dans un rôle. Tout dans la complémentarité. Un mot de fin par rapport à la thématique, si on peut te joindre également par rapport à tes projets, comment ça se passe de ton côté? Alors, sur les réseaux, et puis si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message, je réponds. je suis accessible, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Je donne mon numéro,
Oui, alors 06 96 98 0011 et mon site internet murielbedoconsulting.com. Voilà, et puis si vous voulez parler, discuter, mettre des choses en place, parce qu'il y a des choses à mettre en place, je pense. Il y a des forums ou des discussions, des espaces à créer. Encore plus, il y a des espaces qui se créent, qui sont déjà là, mais on peut encore y aller. Voilà. Je disais, tu peux être une émission de déconstruction, mais une reconstruction par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc voilà, pour pouvoir avancer dans une seule direction, homme conforme. Déjà. Surtout que, ça c'est un témoignage, ça fait des années justement que je milite et que des années que Muriel est là, dans les événements qu'on peut faire, etc., qu'elle apporte sa contribution. Donc effectivement, sur le fait qu'elle dise qu'envoyer un message, elle va répondre, c'est le cas. Elle est accessible, elle vient, elle se déplace et elle, Kadjoubake va payer. Donc merci en tout cas pour ce que tu apportes et cette simplicité. En tout cas, merci Muriel. Merci à toi, merci à vous deux. Okay. Vraiment, très bon moment. Merci. Allez, tant bien alors. Téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez... Non, pas j'espère, vous avez apprécié cette émission ce soir. Big up encore Muriel. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.